Le 6 juillet 2024 a eu lieu l'étape du Tour de France, incluant l'ascension du col de Brosse, de Turigny, de la Colmiane et de la Couilleule. Je m'appelle Noémie, je fais du vélo depuis seulement 2 ans et pour la 2e fois, je vais braver les routes du Tour de France. Cette année, c'est pas moins de 138 km avec 4600 de dénivelé qui m'attendent. Cette étape du Tour promet d'être l'une des plus exigeantes des 31 dernières éditions. Mais pour moi, l'étape du Tour de France, c'est avant tout une aventure humaine au-delà de la performance sportive. C'est pourquoi j'ai décidé d'endosser le maillot de capitaine de route. Mon rôle va être d'encourager et de motiver tous les cyclistes tout au long de l'étape afin de permettre à tout le monde de franchir la ligne d'arrivée. Et comme chaque année, les dossards partent en quelques minutes. Donc encore une fois, j'étais là au rendez-vous le jour J afin d'obtenir le mien. On se retrouve aujourd'hui le 31 octobre. Ce soir, c'est Halloween, mais avant ça, un seul objectif, celui de prendre mon dossard pour l'étape du Tour 2024. Donc entre la difficulté de cette étape du Tour et mon rôle de capitaine de route, il est impératif pour moi d'être correctement préparée. C'est pour ça que j'ai mis toutes les chances de mon côté afin d'être prête. J'ai commencé l'année avec un stage en Espagne. Je suis également allée rouler une semaine dans les Alpes. J'ai fait de nombreuses cyclosportives. Mais surtout, depuis 3 mois, je m'entraîne de manière très régulière avec plus de 300 bornes par semaine. Et pour m'accompagner au mieux lors de cette épreuve, je suis équipée du tout nouveau compteur de Coros, le Dura. C'est le premier compteur de la marque Coros, il est tout nouveau, il vient à peine de sortir. Sans aucun doute, son point fort, c'est son autonomie. Il a plus de 120 heures d'autonomie et également un panneau solaire qui permet de gagner 2 heures d'autonomie par heure de chargement. L'interface est très intuitive avec un écran en couleur, il est également tactile et il y a une petite molette sur le côté pour l'utiliser de manière très facile. Je roule maintenant avec depuis quelques semaines et j'en suis vraiment hyper contente. Que ce soit sur la route ou sur le gravel, avec ou sans trajet GPX, c'est devenu vraiment mon meilleur compagnon lors de mes sorties à vélo. L'application Coros qui va avec le compteur sur mon téléphone est aussi hyper pratique à utiliser. Le compteur est hyper réactif, que ce soit pour transférer une trace dessus ou alors pour récupérer son activité en fin de sortie. Que ce soit grâce à son autonomie ou à toutes les statistiques qu'il me montre lorsque je roule dans les côtes, le Coros Dura est clairement le compteur idéal. Concernant le vélo, je vais évidemment prendre le départ avec mon Madone. Effectivement, ce n'est pas un vélo typé grimpeur, mais il est très léger, il fait seulement 8 kg. Donc avec les bonnes roues, le bon braquet et la bonne cadence, je ne serai pas désavantagée lors de cette étape du Tour. Mes plateaux sont en 50-34, ma cassette en 11-36 et je partirai avec mes roues Drive 40D équipées de GP5000. Nous avons commencé notre périple en nous rendant à Vichy. Premier jour des vacances, aujourd'hui nous sommes à Vichy, donc on va aller découvrir les alentours. Puis on a récupéré notre van Black Sheep à Lyon et on a directement pris la route direction Bédouin puisque le lendemain l'objectif c'était de grimper le Mont Ventoux. Donc on s'est garé dans un petit spot bien sympa d'où on pouvait contempler notre objectif. Première soirée dans notre van, on est hyper heureux, surtout on a une vue incroyable sur le Mont Ventoux. Donc là on va manger, prendre des forces puisque demain c'est l'ascension du Mont Ventoux, c'est ma première fois, j'ai trop hâte, donc rendez-vous demain. Au programme de cette journée, réaliser l'un de mes rêves de cycliste, arriver au sommet du Mont Ventoux. Et pour ça, on n'a pas choisi le plus simple puisqu'on a décidé de gravir par la montée de Bédouin qui est réputée pour être la plus difficile. Ce versant, il accorde aucun moment de répit avec des pentes à plus de 8% constamment. Une fois le chalet Reynard atteint et le paysage complètement à découvert, la montée est devenue de plus en plus difficile. Les rafales sont devenues de plus en plus fortes et les nuages se sont épaissis. Et c'est après 1h58 de montée que je pose enfin pied à terre au sommet de ce mythique col, le Mont Ventoux. Et après avoir redescendu le Ventoux du côté de Sceaux, nous sommes retournés en van et nous avons remballé toutes nos affaires car cette fois-ci direction le camping des Hauts-de-Rozan pour recharger notre van en électricité et en eau. Après cette ascension du Ventoux, un petit jour de repos s'imposait à nous. Nous avons donc continué notre route vers Sisteron avant de rejoindre le Verdon, plus précisément le lac de Castillon, là où nous avons passé une soirée au calme dans la forêt. À J-2 de l'étape du Tour, il est temps pour nous de rejoindre Nice. Pouvoir faire le trajet entre Lyon et Nice étape par étape, ça a vraiment été une expérience trop chouette avec le van. Maintenant que nous sommes à Nice, les choses sérieuses commencent. Nous avons donc pu nous rendre au village. On a d'ailleurs récupéré notre dossard. 78-65. Il n'y a pas votre sac dans le deuxième village? Oui, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Et on a pu également faire la visite des stands et découvrir les dernières nouveautés des marques.
Le soir, pour aller se dégourdir les jambes, on est allé rouler avec Pierre de Back to Back qui nous a fait découvrir le col d'Aise à proximité de Nice. La veille de l'étape du Tour, je décide de changer mes pneus et j'équipe donc mes roues avec des GPL 5000 All Season couleur crème, ce qui donne un look canon à mon vélo. Je remercie donc Cyclotailleur de m'avoir envoyé ces pneus qui sont increvables et en plus réputés pour être très performants. L'après-midi, je suis retournée sur le village puisqu'en tant que capitaine de route, j'avais une intervention à faire pour présenter le parcours aux gens qui étaient présents sur le village, mais aussi partager mon expérience et mes conseils. Le soir, j'ai pu retourner au van où j'ai passé une soirée paisible et calme et j'ai pu faire toute ma petite routine de veille de course. Ça y est, je suis fin prête à aller faire dodo. Il est tôt, il est à peine 20 h je crois, mais il faut vraiment se coucher tôt puisque le réveil demain, il est à 5 h 45. Étonnamment, il y a une partie de mon cerveau qui n'est pas du tout stressée de part du fait que je connais l'étape du Tour. Enfin, chaque circuit est différent, mais ayant réussi l'année dernière, je suis assez sereine pour cette année, enfin pas sereine, mais j'ai confiance en moi pour réussir à aller au bout. J'ai fait beaucoup de cols, pas mal de dénivelé depuis le début de l'année. J'ai jamais été aussi en forme, donc si j'ai réussi l'année dernière, j'espère en être capable cette année. Je ne suis pas là pour me mettre à bloc, vous l'avez compris, je suis capitaine de route, donc j'ai aussi moins de pression du fait que je suis là pour accompagner des gens, donc je vais sûrement rouler à un rythme moindre que ce que j'aurais fait si j'avais été seule pour battre mes records. À part ça, je me sens bien, donc je suis naturellement stressée, je vois mon corps, j'ai pas très faim, j'ai hâte d'être demain. Et comme d'hab, une fois que je serai sur le vélo, je pense que ça ira. J'ai hâte de revivre toutes ces émotions, j'ai hâte de retrouver Quentin en haut du col. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, je me souhaite une très bonne nuit et je vous donne rendez-vous demain sur la ligne de départ de l'étape du Tour. Ça y est, nous y sommes, c'est le jour J, la forme et la patience sont là avant de prendre le départ. J'ai donc quitté le van vers 6 h 30 pour rejoindre la promenade des Anglais en vélo. Ma première mission en tant que capitaine de route va être de partir SAS 15 car il y avait un point de rendez-vous spécial pour femmes pour se retrouver avant le départ. Il est l'heure. Dans quelques secondes, tu vas t'élancer pour une expérience extraordinaire qui va te pousser dans tes retranchements. Entre doute, fierté et douleur, tu passeras par toutes les émotions. Ton mental, premier allié, te portera jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais pense à tes proches qui croient en toi. Pense à ces mois de préparation pour en arriver là. Fais-le pour toi, c'est ton exploit, parce qu'aujourd'hui, c'est toi le Tour de France. Ça y est, c'est parti pour l'étape du Tour 2024. Pour l'instant, pas de grosse chaleur, il fait plutôt bon, donc la journée commence bien. Et pour l'instant, je suis donc accompagnée de 5 féminines avec qui je vais pouvoir partager les premiers kilomètres. Je vous remets le profil complet de l'étape d'aujourd'hui. On est donc bien sur 138 km avec 4600 de dénivelé. Cette étape du Tour a été annoncée par les organisateurs comme l'une des plus difficiles des 31 dernières éditions. De mon côté, j'étais partie sur l'idée qu'elle était effectivement plus dure puisque comparé à l'année dernière, nous avons 20 km de moins mais 500 mètres de dénivelé en plus, sachant que cette année, ce sera une arrivée au sommet et non en bas d'une descente comme l'année dernière avec Jouplane. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ça va monter beaucoup plus souvent et pour ça, on a 4 cols répertoriés, Brosse, Turini, la Colmiane et pour finir la Couilleule. Il va falloir donc faire une gestion parfaite de mon effort comme l'année dernière afin de pouvoir garder des forces jusqu'au bout. Les premiers kilomètres vont s'effectuer doucement car l'objectif c'est de pas se cramer et de surtout pas se brûler les ailes. Donc là on prend la direction l'arrière-pays niçois et on va commencer doucement à avoir les premiers mètres de dénivelé. La première petite difficulté de ce parcours, elle n'est pas répertoriée. Il s'agit du col de Nice qui arrive au bout de 15 km. Il s'agit d'une ascension de 5 km à 4%, le col parfait pour se mettre en jambes. Il n'y a rien de trop difficile dans le col, juste de quoi commencer à faire chauffer le moteur en douceur. Contrairement à l'année dernière, c'est vrai que j'avais été très stressée par la barrière horaire puisque j'étais également partie dans le SAS 15. Cette année, j'ai beaucoup moins de pression car finalement l'année dernière, au fur et à mesure de l'étape, j'avais gagné énormément de temps sur cette barrière horaire, donc je sais que ce même phénomène va se reproduire cette année, donc pas de pression à ce niveau-là. Je termine le col de Nice en douceur avant d'attaquer les vraies premières difficultés. La première difficulté répertoriée de ce parcours, c'est le col de Brosse, une ascension de 10 km à 6,6% de moyenne. C'est un col sans zone d'ombre très réputé pour ses lacets, mais heureusement pas de trop gros pourcentage au-dessus de 8 et 9%. Un des points forts du Coros Dura, c'est son affichage Climb View qui permet d'avoir un maximum d'infos sur la montée que je suis en train de faire, que ce soit le dénivelé restant, le nombre de mètres restant et la distance restante. Regardez, on va tout là-haut. C'est les lacets de Brosse ça. Moi je suis là.
Je ne me suis pas du tout donné de seuil de watts à tenir ou un seuil de fréquence cardiaque à tenir durant les montées. J'ai tout fait 100% au feeling. Je pense me connaître assez bien et je sais quand est-ce que je dois ralentir et quand est-ce que je peux accélérer. Et pour le coup, l'année dernière, ça avait bien fonctionné. Donc je continue dans ce même état d'esprit de prendre mon temps pour arriver au bout. Et du coup, tout à l'heure, j'étais tout en bas. Là-bas. Je vous laisse une petite image des lacets de brosse parce que franchement, cette première montée, elle était magnifique. Il y a même un petit replat au niveau du 4e kilomètre qui fait vraiment du bien aux jambes. On a fait 4 km de l'ascension grosse. Là, on a une petite descente pour se refaire un peu les jambes. Après ce petit replat, les lacets ont continué à s'enchaîner et on a même commencé à avoir des petites gouttes. Je me suis dit non mais oh là là, tout le monde parlait d'un orage, ça y est, c'est fini. Mais heureusement, c'était juste un petit nuage de passage, rien de trop alarmant. Je commençais à le voir venir de loin, mais malheureusement, la fin de cette ascension ne va pas du tout se passer comme prévu, puisqu'à quelques centaines de mètres, quelques dizaines de mètres du sommet, on va me demander de descendre de mon vélo. Passage du sommet du col de Brosse à pied. Il y a trop de monde en haut et c'est trop serré. Enfin, un peu décevant comme montée du coup. Tant pis, on repart pour la descente. Je ne sais pas si vous arrivez à bien vous rendre compte avec les images, mais au sommet du col de Brosse, il y avait donc un ravito et ce ravito était un petit peu mal placé et trop proche du bord de la route, ce qui fait que les gens qui voulaient s'arrêter au ravito finalement devaient s'arrêter sur la route et vu que en partant 15 millième, il y a énormément de gens devant moi et finalement ça a créé un petit bouchon et ça c'est un peu dommage parce que finir une ascension à pied, c'est pas toujours trop chouette, mais c'est pas grave, c'est juste un petit couac d'organisation, rien de mal et donc on repart pour la descente. Il faudra être très prudent dans la descente car elle est plutôt technique avec beaucoup d'épingles. Je profite d'abord de la descente pour vous parler un petit peu des résultats de cette première ascension puisque donc je termine l'ascension du col de Brosse en quasiment 1 heure, ce qui fait donc avec 10 km de montée, une moyenne de 10 km/h. Forcément, ça a été un petit peu biaisé sur le fait que j'ai fini l'ascension à pied parce que franchement, j'ai quand même dû perdre quelques minutes à cause de ça. Mais en termes de watts, j'ai donc une moyenne de 150 watts. On pourra donc comparer sur les prochaines ascensions si j'arrive à tenir ce rythme. En tout cas, vu le classement général, je suis quasiment 9 millième sur 10 300 au niveau du temps fait sur cette ascension. Je suis clairement en mode gestion et endurance, mais vous allez le voir, au fur et à mesure, ça va payer. J'attaque donc ma première descente de col de la journée. Il faut être très prudent puisque au-delà de la technicité de cette descente-là avec beaucoup d'épingles, le danger souvent ça provient des autres. Là on est en début de journée mais au fur et à mesure les gens vont commencer à être fatigués, à manquer de lucidité donc je prends aucun risque. Mais c'est vrai que à force de faire des descentes et surtout depuis que j'ai le Madone, je me sens de plus en plus en confiance et à l'aise dans les descentes. Donc je suis prudente mais en même temps c'est un petit peu le moment où je peux essayer de gagner du temps tout en favorisant une bonne récupération en tournant les jambes. Donc c'est ce que je fais, descendre tranquillement mais quand même en profitant pour se faire kiffer un peu. On enchaîne directement avec le col de Turini, c'est l'ascension la plus longue de la journée avec 20 km à 7% de moyenne. La première partie est plutôt facile jusqu'à arriver au village du Moulinet où les pourcentages vont commencer à augmenter de plus en plus jusqu'au sommet. Bon, c'est parti pour le col de Turini, c'est le col le plus long de la journée puisqu'il fait 20 bornes, mais on a une première partie plutôt simple, avec des pentes moins raides, qui fait 5-6 bornes. Et après on a un ravito au Moulinet. Je pense que je vais m'arrêter pour boire. Mais voilà, tout à l'heure il y avait un peu de pluie, le soleil est revenu, on est un peu abrité dans ce col, donc ça va, tout va bien. La journée avance, il est 11h, donc le soleil commence à taper un peu. Heureusement, nous sommes pas mal sous les arbres. Et comme vous pouvez voir à droite, vous êtes quand même assez nombreux à m'avoir reconnu et à m'avoir encouragé, alors qu'à la base, c'est moi, la capitaine de route, qui doit encourager les autres. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont pris la peine et des forces pour venir me parler et échanger quelques kilomètres ensemble. Première partie de Turini. Donc là, on a une petite période de plat. On vient de passer l'église du Moulinet et le ravito c'est dans 2 bornes. Commence à être à sec, ça va tomber pile à temps. C'est vrai que j'avais pris la décision de ne pas m'arrêter au ravito au sommet du col de Brosse puisque au bout de 30 km j'avais encore pas mal d'eau et pas mal de nourriture sur moi. Donc c'est au bout du 50e kilomètre que je suis très contente de voir ce petit ravito. En plus je sais qu'après ça va être bien difficile donc c'est le moment de s'arrêter pour recharger mes batteries. Premier ravito, j'ai fait 50 km et à peu près 1300 de dénivelé.
Pour l'instant ça va, mais bon, j'ai fait clairement qu'un tiers de l'étape du tour. Donc on continue en douceur et j'espère que ça ira jusqu'au bout. Après avoir rempli mes bidons et grignoté, je repars du ravito et le conseil que je peux vous donner, c'est soyez super prudent quand vous quittez ou quand vous arrivez sur une zone ravito. Il y a beaucoup de monde à cet endroit-là, beaucoup de monde qui savent pas trop aller, qui cherchent un peu où aller et c'est vraiment un moment où on peut créer une chute un peu bête. Donc soyez prudent et faites attention aux autres. Cette deuxième partie, beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile, fait mal aux jambes, mais heureusement, on est abrité dans la forêt. C'est vrai que comparé à l'année dernière, l'école était bien plus exposée et là, le fait d'être à l'ombre et de moins transpirer, d'avoir moins chaud, c'est beaucoup moins fatigant. Attention moto, prenez bien large. Je profite de mon rôle de capitaine de route pour faire un petit peu signal sonore. C'est vrai que voilà, sur un parcours de 130 bornes, on a quand même beaucoup d'obstacles, que ce soit des objets urbains ou des dangers sur la route. Il y a aussi énormément de motards pour notre sécurité et pour les médecins. Donc j'ai à cœur aussi de pouvoir profiter de ce rôle-là pour pouvoir avertir les gens et éviter au maximum les chutes. J'avais fait 10 km en 1 heure sur le col de Brosse, donc je termine le col de Turini qui fait 20 km en 2 heures. J'ai donc gardé un rythme similaire pour cette ascension. Franchement, je suis pas peu contente d'avoir terminé Turini étant donné que c'était le col le plus long de la journée. Maintenant, au niveau du classement général, là où j'avais été 9 millième pour le col de Brosse, j'ai pourtant gardé un rythme similaire dans Turini, mais j'ai fait un bien meilleur résultat puisque cette fois-ci, je termine 7700e. Il n'y a pas de ravito en haut de ce col, donc j'enchaîne directement avec la descente. En plus d'être la plus longue ascension, il s'agit également de la descente la plus dangereuse puisque le revêtement est très mauvais, il y a énormément de virages et je peux vous dire que dans cette descente, il y aura énormément de chutes. Je pense que tout le monde était informé que cette descente, c'était clairement la descente la plus dangereuse, notamment à cause du revêtement qui était assez ancien. En tout cas, il y avait énormément de trous. En plus de ça, il y avait beaucoup de virages fermés, donc je savais que cette descente allait être périlleuse. C'est pour ça que je suis restée énormément focus en faisant attention à la route et toujours aux autres. De mon côté, je n'ai pas vu énormément de chutes dans cette descente, mais en parlant avec le père de Quentin qui était SAS 1, il se trouve qu'ils ont eu une averse au moment de la descente de Turini, ce qui a rendu les choses beaucoup plus compliquées car la route beaucoup plus glissante. Il me disait qu'à chaque virage, il y avait des gens qui tombaient de tous les côtés. Donc c'est pour ça que je suis quand même très contente d'avoir été prudente. Mais malheureusement, je vais quand même voir une scène qui va me faire froid dans le dos. Après quelques kilomètres de descente et un passage sous ce tunnel, je commence à entendre des coups de sifflet et des gens qui nous demandent de ralentir. Et c'est là que je vais commencer à voir la scène et à comprendre ce qui s'est passé. On va donc voir un premier cycliste au sol qui a l'air de souffrir de son dos et juste après le passage des camions, on voit des gens qui sont en train de s'attacher en mode partir faire de l'escalade. Donc je comprends très vite qu'il y a quelqu'un qui vient de passer par-dessus le parapet et franchement ça me fait un froid dans le dos, mais je vous raconte même pas, ça va se voir à mon visage. Franchement ça m'a tellement refroidi. Là où l'étape du tour c'est que du kiff, quand tu assistes à ce genre de scène, c'est clairement un rappel à la réalité que effectivement les descentes de col c'est hyper dangereux et il faut faire hyper attention. On n'est pas là, en tout cas quand on part SAS 15, la cyclosportive c'est clairement pas une course, on est là pour kiffer et c'est pour ça qu'il faut toujours rester hyper prudent et c'est pas un concours de vitesse, ça sert à rien de descendre à 80 km à l'heure. Donc je vais prendre mon temps, je vais avoir les mains bien sur les freins et être hyper attentive à tous les virages et à toutes les personnes qui me doublent. Je vous rassure, les derniers kilomètres de descente se sont bien passés pour moi, donc une fois le col de Turini redescendu, je tombe sur ce nouveau ravito, déjà plus de 80 km parcouru, je commence à manquer une nouvelle fois de l'eau. Clairement en nourriture, normalement j'avais tout ce qu'il fallait dans mes poches, mais il fait chaud, je transpire beaucoup, donc mes bidons se vident à une vitesse très rapide, donc c'est pour ça que je suis forcée de m'arrêter pour recharger en eau. Il y a pas mal de choses à manger, mais c'est vrai que moi le seul truc qui me fait envie, c'est de croquer dans un petit bout de banane. Les chips, les cakes, les fruits secs, tout ça, j'ai l'impression que je suis pas capable de le manger, donc je me tourne uniquement vers les fruits. Nous enchaînons avec la vallée de Vesubie qui va être très usante, une portion de 10 km avec énormément de faux plats montants, ce qui va être très fatigant. Cette vallée, c'est clairement ce qui a été le plus usant pour moi. On avait plein de faux plats montants, parfois même des petites côtes, tout ça pour aller jusqu'au pied de la Colmiane. C'était vraiment très très fatigant, j'avais déjà l'impression d'être en train de monter un col.
On arrive ensuite au col de la Colmiane, l'ascension la plus courte puisque c'est une ascension de 7 km à 7,2% de moyenne. C'est une ascension avec de très belles routes, la pente n'est pas trop raide mais c'est ici que la fatigue va commencer à se faire ressentir. En cherchant des infos pour trouver le profil du col ainsi que le segment Strava, effectivement ça montait tellement dans la vallée de Vésubie qu'au final le segment total du col de la Colmiane, aussi appelé col Saint-Martin, fait un total de 16 km alors que ASO nous annonçait un col seulement de 7 km. Donc effectivement cette montée là je pense que ça va être la partie qui m'a le plus usée et fatiguée, même si effectivement voilà la route est large, c'est pas très sinueux, il n'y a pas de gros pourcentage, et bah dans les jambes ça demande un effort qui est tellement long que je rêvais que d'une chose, c'est d'arriver en haut le plus vite possible. Et cette ascension, malgré le fait qu'elle soit longue, elle va tranquillement se passer. Je vais donc atteindre le haut de la Colmiane en 1h37. Je me suis donc basée sur le segment Strava de 16 km puisqu'il n'existe pas de segment Colmiane de 7 km. Et les 7 km précis de ASO, je les fais en 47 minutes. Et on peut voir voilà, que ma gestion d'effort continue à bien se payer puisque là, je continue à grimper dans le classement. Et cette fois-ci, la montée, je la termine dans la position 6400e, donc c'est de mieux en mieux. Concernant mes watts, on peut voir qu'ils sont un peu moindres. Là où j'étais quasiment à 150 watts sur Bro, je ne suis plus qu'à 130 watts. Je vous avoue qu'à ce sommet, je suis très fatiguée, mais je suis sûre que j'ai l'énergie restante pour monter en haut de la Couilleule. Et pour la troisième et dernière fois, je décide de m'arrêter au ravito. Troisième col terminé, qu'est-ce que j'avais hâte d'être en haut. Là il y a quand même beaucoup de fatigue, un mal de jambes de fou, mais j'ai hâte d'être en bas du dernier col et de savoir que c'est vraiment le dernier effort. Donc là vraiment bon ravito, bien manger, bien boire et on continue quoi, on lâche rien, mais oh là là ça commence à piquer fort. Le temps passé au ravito était vraiment un vrai point d'amélioration pour moi puisque l'année dernière j'avais fait quasiment 2 heures de pause plus une petite chute comprise dedans. Cette année avec 3 ravitaux j'aurais fait 50 minutes de pause et j'en profite pour faire une petite dédicace à cette nouveauté avec des toilettes spéciales femmes au ravito. Concernant la descente de la Colmiane, il s'agit de la plus facile et la plus agréable à faire vis-à-vis des deux précédentes qui étaient vraiment très techniques. Effectivement, je n'ai pas grand chose à vous dire pour cette descente, tout s'est bien passé, les virages étaient moins techniques, le revêtement était bien meilleur que dans Turini, donc vraiment ça a été que du kiff, ça fait vraiment du bien de prendre du plaisir dans les descentes de col. C'était pas du tout le cas l'année dernière, en tout cas pas à l'étape du Tour, mais quand je descendais avec mon S-Force qui était en patin, c'est vrai que le Madone, du fait qu'il ait des freins à disque et du fait voilà, qu'il soit assez rigide, lorsque je vire dans les virages, j'ai vraiment confiance en mon vélo et ça c'est hyper important. Lorsque j'ai besoin de freiner, il est très réactif, donc c'est pour ça que je prends beaucoup plus de plaisir. Ça me permet de me détendre, un peu de m'amuser, mais surtout, et encore une fois j'insiste dessus, de bien récupérer. Pensez à bien récupérer lors des descentes en tournant vos jambes lorsqu'on fait une descente comme ça qui est assez longue avec 15 km de descente. Si on stoppe complètement l'effort au niveau de ses jambes, c'est comme si on repartait à zéro en bas, alors que le fait de tourner les jambes ça permet de garder un rythme, d'éliminer les mauvaises choses qu'on a accumulées lors de la montée et ça permet donc de repartir un peu mieux pour la prochaine montée. On enchaîne directement avec le dernier col de la journée, le col de la Couilleule. C'est un col plutôt méconnu mais qu'on retrouve très souvent lors de la course professionnelle Paris-Nice. Il s'agit d'une ascension cette fois-ci de 15 km, encore une fois à 7% de moyenne. Les routes de ce col sont assez sinueuses mais encore une fois très ombragées, ce qui évite d'attraper trop de coups de chaud. Je vais attaquer le col de la Couilleule en ayant bien mangé et bien bu entre la Colmiane et celui-ci et donc je me sens hyper en forme pour attaquer ce col. Franchement ça me fait trop plaisir parce que j'étais tellement en état de fatigue un peu sévère en haut de la Colmiane. Je me suis dit que j'allais subir tout au long de la Couilleule et en fait les premiers kilomètres ça va plutôt bien se passer. Bon, je vous rassure, ça va très vite se calmer au bout de quelques kilomètres, mais au tout début, au pied du col, je me suis vraiment sentie bien et j'ai pu faire un beau début d'ascension. Je vais tenter de rester régulière et comme l'année dernière, il y a le même phénomène qui va se produire, c'est que je vais doubler de plus en plus de monde et ça, pour le moral et le mental, ça aide quand même beaucoup de pouvoir plutôt doubler que de se faire doubler. Donc c'est un peu là-dedans que je vais aussi puiser les dernières forces dont j'ai besoin pour arriver jusqu'en haut. Et puis évidemment j'essaye de garder des forces pour encourager et motiver toutes les personnes que je croise puisque c'est évidemment dans le dernier col qu'il y a plus en plus de personnes qui sont un peu en train de craquer, qui n'ont plus la force dans les jambes, qui font des pauses sur les côtés et donc mon rôle c'est d'avoir cette petite attention, c'est les bons mots pour réussir à motiver
toutes les personnes et j'ai une attention toute particulière pour les filles quand je les croise et ça c'est hyper important, voilà, de continuer à motiver les personnes à aller jusqu'au bout, surtout qu'on n'a jamais été aussi proche du but, donc c'est pas le moment d'abandonner. Les étapes du Tour, c'est clairement les cycles sportifs les plus difficiles que j'ai pu faire parce que même si tu te sens en forme, et ben au bout d'un moment, c'est toujours le mental qui prend le relais et il faut que ce mental soit présent. Et pour le coup, ce rôle de capitaine de route, ce maillot de capitaine de route a été une énorme source de motivation pour moi, que ce soit grâce à vous, à toutes les personnes qui sont venues me voir, qui avaient besoin d'échanger quelques mots, ou alors à tous ces sourires que j'ai eus quand je suis allée discuter avec vous. Franchement, ça a été un peu game changer dans cette étape du Tour. Ça m'a permis de faire passer le temps plus vite. Effectivement, le fait de s'arrêter, discuter avec vous, ça permet de ne plus voir les kilomètres passer. Et je peux vous dire qu'à 10 km/h, les kilomètres passent pas très vite. Mais enfin voilà, c'était vraiment un rôle qui me tenait à cœur et je suis hyper contente d'avoir vécu cette étape du Tour en tant que capitaine de route. Et puis ces fameux panneaux jaunes sont arrivés à l'horizon, certains les détestent, certains les adorent, moi je suis plutôt partisane de ceux qui les adorent parce que on sait que c'est bientôt la fin, ça permet de rajouter du concret même si mon compteur me dit qu'il reste 5 km. Quand je vois ces panneaux jaunes, je sais que c'est réel, je sais qu'il reste plus que 5, 4, 3, 2, puis 1 km, la flamme rouge est là, c'est le dernier kilomètre. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, je sais que je vais aller au bout et qu'est-ce que j'ai hâte de franchir la ligne. Je suis pas encore au sommet, mais je vais profiter de ces derniers 500 mètres pour parler des statistiques. Je termine le col de la Couilleule en 1h42 avec une moyenne de 140 watts, donc finalement j'aurais été plutôt régulière lors des 4 ascensions situées entre 150 et 130 watts. Ce qu'on peut remarquer surtout, c'est le classement général sur le col de la Couilleule, puisque je termine 5 millièmes sur 10 000, et donc si on met les 4 classements côte à côte des 4 ascensions, on peut facilement voir qu'au fur et à mesure, je me suis de mieux en mieux classée, là où peut-être la majorité des gens fatiguent et ralentissent au fur et à mesure, moi je suis tout simplement restée régulière, j'ai bien géré mon effort et donc ça permet finalement de faire des belles ascensions pour finir dans le top 50 de ceux qui ont monté le col de la Couilleule le plus rapidement. Ça y est, je franchis la ligne de cette étape du Tour 2024 après 138 km et 4600 de dénivelé. Évidemment, une arrivée au sommet, c'est un peu particulier. J'ai été très soulagée d'être arrivée au bout, mais aussi ça a été un petit moment de solitude puisque je n'avais aucun de mes proches ou de mes amis qui était là, puisqu'une fois qu'on a franchi cette ligne, une fois qu'on a franchi le col de la Couilleule, il fallait qu'on redescende 5 km avant d'arriver au village où il y avait tous les participants, la pasta party et Quentin qui m'attendait. Coucou. Ça va? Ça va. 80 bornes pour rentrer? M'en parle pas. Je n'arrive pas au bout de cette étape du Tour dans un état aussi catastrophique que l'année précédente, mais par contre j'ai toujours cette même fierté d'y être arrivée, puisque je trouve que c'est un exploit incroyable d'arriver au bout d'une étape du Tour. Au niveau du résultat final, je mets 1 heure de moins que l'année dernière, surtout via les temps de pause que j'ai économisés, mais au niveau du classement général, ça se joue directement puisque j'ai gagné 3000 places. Donc comme l'année dernière, j'ai réussi à bien respecter toutes les consignes que je m'étais données, ne pas partir trop vite, bien boire, bien manger, et ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on a eu beaucoup moins chaud qu'en 2023 et l'école était bien plus ombragée. Je suis trop contente d'avoir pu endosser ce rôle de capitaine de route, ça m'a vraiment permis de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous motiver, vous êtes vous-même venus vers moi pour échanger quelques mots et quelques kilomètres, et c'était exactement l'expérience humaine que je recherchais. Maintenant la journée n'est pas finie puisque nous devons faire 80 km pour redescendre jusqu'à Nice. Franchement, là la fatigue a commencé à se faire ressentir très vite, ça a été très long, heureusement beaucoup de descentes et je suis bien arrivée saine et sauve, mais une fois être arrivée, j'avoue que là j'étais complètement HS et cuite. T'es rincé, ouais. Avant de finir la vidéo, je tenais à remercier Coros de m'avoir permis de me rendre jusqu'à Nice, puisque depuis Nantes, ça fait quand même un sacré périple pour me rendre jusqu'à là-bas. Je vais continuer l'aventure avec ce tout nouveau Coros Dura et je vais continuer à vous le présenter en détail dans mes prochaines vidéos. Mais si vous voulez dès maintenant en savoir davantage, je vous mets bien évidemment le lien du compteur dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que pour ceux qui l'ont fait, ça vous a permis de vous replonger dans les routes de cette étape du Tour, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, de découvrir cette étape du Tour 2024. N'hésitez pas à liker la vidéo et de me faire un petit retour en commentaire pour me dire vous comment ça s'est passé cette étape du Tour 2024. De mon côté, je vous donne évidemment rendez-vous dans de prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.